Je n'avais jamais cru au Bigfoot jusqu'à l'été 1980, lorsque j'en ai rencontré un qui m'a parlé dans un anglais parfait sur un sentier de randonnée dans la chaîne des Cascades, en Oregon. Et ce qui s'est passé quand cette créature a réalisé que j'enregistrais notre conversation a changé ma vie entière, me forçant à faire un choix entre la preuve et la survie. Aujourd'hui encore, à 72 ans, il m'arrive de me réveiller la nuit en entendant cette voix dans l'obscurité. Je m'appelle Vincent Holloway et en 1980, j'avais 27 ans. Je travaillais comme photographe animalier indépendant, basé à Portland, en Oregon. C'était une belle époque pour être jeune et autonome. Le mont St. Helens venait d'entrer en éruption en mai et je gagnais pas mal d'argent en vendant des photos à des magazines de plein air comme Field & Stream et National Geographic. J'avais grandi en explorant les forêts autour de la Willamette Valley, développant un amour profond pour la nature sauvage qui s'est finalement transformé en carrière. Cet été 1980 était particulièrement chaud. Ronald Reagan était en campagne pour la présidence et je passais le plus de temps possible dans les montagnes, essayant de capturer des images de la faune avant le début des pluies d'automne. Le 18 juillet 1980, j'ai pris la route vers l'est depuis Portland, en direction de la chaîne des Cascades, me dirigeant vers une zone reculée près du mont Hood, où l'on m'avait signalé que des ours noirs fréquentaient une vallée particulière. Ma mission était pour le magazine Outdoor Life, un reportage photo sur le comportement des ours pendant la saison de frai du saumon. J'ai quitté Portland à 4 heures du matin, mon Ford Bronco de 1978 chargé de matériel photo, 2 boîtiers Nikon F2, plusieurs objectifs, des dizaines de pellicules Kodachrome, un trépied et ma plus récente acquisition, un magnétophone à cassette Sony que j'avais acheté 2 semaines plus tôt pour $60. Je l'avais acheté pour enregistrer les sons d'ambiance de la forêt afin d'accompagner mes photos, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, le murmure des ruisseaux. Je n'avais aucune idée de l'importance que ce magnétophone allait prendre. Le trajet a duré près de 3 heures, serpentant à travers de petites villes et grimpant régulièrement dans les montagnes. À 7 heures, j'étais garé sur une route d'accès forestière isolée, mon équipement rangé dans mon sac à dos de randonnée. Le sentier que je comptais suivre ne figurait sur aucune carte officielle. J'en avais entendu parler par un vieux bûcheron nommé Walt, qui m'avait parlé d'une vallée où les ours se rassemblaient chaque été à cause d'un ruisseau où les saumons remontaient en nombre exceptionnel. J'ai marché vers le nord-est à travers une forêt dense, en montant constamment. La matinée était déjà chaude, la forêt était magnifique, des raies de lumière filtrant à travers la canopée, illuminant des parcelles de fougères et de fleurs sauvages. Vers 9 heures, j'ai atteint le ruisseau que Walt m'avait décrit. Large d'environ 6 mètres, d'une clarté cristalline. Il coulait sur des pierres arrondies avec des bassins profonds où je pouvais voir des saumons se reposer. Je pouvais voir des traces d'ours fraîches dans la boue près du bord de l'eau. J'ai installé mon équipement sur une petite butte surplombant le ruisseau. J'ai monté mon Nikon avec un objectif de 400 mm sur le trépied et je me suis installé pour attendre. J'ai aussi installé mon magnétophone Sony, le plaçant sur un rocher plat près de moi, et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». La bande de la cassette a commencé à tourner, capturant les sons d'ambiance du ruisseau et de la forêt. Pendant plusieurs heures, j'ai attendu et observé. Vers 14 heures. J'ai enfin vu ce pourquoi j'étais venu. Un grand ours noir a émergé de la forêt, sur la rive opposée. J'ai immédiatement commencé à photographier, si concentré sur l'ours à travers mon viseur que je n'ai remarqué l'autre présence que lorsque j'ai entendu une voix derrière moi dire, dans un anglais parfait et sans accent, « C'est un bel appareil photo que vous avez là ?» Je me suis figé. La voix était profonde, résonante, indubitablement masculine, mais avec une qualité que je ne parvenais pas à définir. Je me suis retourné lentement, le cœur battant soudain la chamade, et je me suis retrouvé face à quelque chose qui n'aurait pas dû exister.
Il se tenait à environ 4,5 mètres derrière moi et partiellement dissimulé par l'ombre d'un grand cèdre. Une silhouette massive, mesurant facilement 2,30 mètres, couverte d'une fourrure brun foncé qui pendait en longues mèches hirsutes. Les épaules étaient incroyablement larges, les bras longs et musclés. C'est le visage qui m'a le plus choqué. Ce n'était ni tout à fait simiesque, ni tout à fait humain. C'était un entre-deux. Un nez large et plat, une arcade sourcilière proéminente, des pommettes hautes et une mâchoire qui semblait presque trop grande. Mais les yeux étaient indubitablement intelligents, m'observant avec ce qui semblait être un mélange de curiosité et de prudence. « S'il vous plaît, ne fuyez pas, dit-il, les mots clairs et délibérés. Je ne vais pas vous faire de mal. Je voulais juste voir ce que vous faisiez. » Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Cette chose, ce Bigfoot, parlait anglais, un anglais parfait, un meilleur anglais que certaines personnes que j'avais rencontrées dans les bars de Portland. « Vous êtes réel », ai-je finalement réussi à murmurer, « très réel », a-t-il répondu en s'avançant légèrement dans la lumière. Bien que nous préférions garder cela secret. Je m'appelle Walker, du moins, c'est le nom que j'ai choisi de me donner en parlant votre langue. Quel est le vôtre? Vincent, dis-je, la voix tremblante. Vincent Holloway. Eh bien, Vincent Holloway, cela vous dérangerait-il que nous parlions un moment? Je n'ai pas souvent l'occasion de discuter avec des humains, et vous semblez être du genre à savoir écouter. Ce qui suivit fut la conversation la plus extraordinaire de ma vie. Nous avons parlé pendant des heures. Walker s'est assis sur une bûche tombée, se faisant moins imposant, et a commencé à m'expliquer des choses sur le monde que je n'aurais jamais imaginé. Walker m'a parlé de son espèce, qu'il appelait les Sasquatch. Ils n'étaient pas des bêtes sans cervelle ou des chaînons manquant de l'évolution. Ils étaient intelligents, avaient un langage, une culture, des familles. Ils vivaient dans les forêts d'Amérique du Nord depuis des milliers d'années, apprenant à éviter les humains à mesure que notre civilisation s'étendait, devenant des maîtres de la discrétion et de la survie. « Combien êtes-vous » ai-je demandé. L'expression de Walker s'assombrit. « Plus beaucoup, maintenant peut-être une centaine dans le nord-ouest du Pacifique, quelques-uns de plus au Canada et en Alaska. Nous sommes un peuple en voie d'extinction, Vincent. Chaque année, nous sommes moins nombreux. Chaque année, les forêts rétrécissent et les routes s'enfoncent plus profondément dans notre territoire. Pourquoi ne vous êtes-vous pas révélé? Si les gens savaient que vous êtes intelligent, que vous pouvez communiquer, peut-être qu'ils vous protégeraient. » Walker émit un son qui aurait pu être un rire, mais sans aucune once d'humour. Le ferait-il? Ou nous capturerait-il? Nous étudierait-il? Nous disséquerait-il pour comprendre en quoi nous sommes différents? Nous mettrait-il dans des zoos ou des laboratoires? Nous chasserait-il comme un sport ou un trophée? Les humains n'ont pas un très bon bilan avec ce qui est différent, Vincent. Nous avons parlé de tout, de philosophie, de nature, de la civilisation humaine, de l'avenir. Walker observait l'humanité depuis des décennies, apprenant l'anglais en écoutant les gardes forestiers et les campeurs, comprenant nos manières par l'observation. Son intelligence était stupéfiante, sa perspective profonde. « Pourquoi me parlez-vous » ai-je finalement demandé. « Si votre survie dépend du fait de rester caché, pourquoi risquer de vous révéler ?»« Parce que je suis fatigué de me cacher, » dit Walker doucement. « Et parce que je voulais savoir si au moins un humain pouvait me regarder et voir une personne plutôt qu'un monstre ou un spécimen. Je pense que c'est votre cas, Vincent. Je pense que vous comprenez. » Je comprenais. Au cours de ces heures à parler avec Walker, j'avais cessé de voir un cryptide ou une créature. Je voyais une personne seule, issue d'une espèce en voie de disparition, en quête de lien. C'est alors que le regard de Walker s'est porté sur le magnétophone à cassette posé sur le rocher à côté de moi. La bande avait tourné pendant tout ce temps. « Qu'est-ce que c'est » demanda Walker.
sa voix soudainement changée, méfiante. C'est un magnétophone. Je l'utilisais pour enregistrer les sons de la forêt pour mon travail de photographe. Walker se leva, sa taille imposante redevenant soudain intimidante. Il a enregistré notre conversation. Oui, ai-je admis, le cœur serré en réalisant mon erreur. Je n'ai pas pensé à l'éteindre quand vous avez commencé à parler. Je suis désolé. Walker s'approcha du magnétophone et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. De la peur mêlée de colère. Cette bande, Vincent, cette bande est la preuve de mon existence, la preuve que je peux parler, que je suis intelligent. Comprenez-vous ce qui arriverait si cet enregistrement était rendu public? Je comprenais. Soudainement et complètement, je comprenais. Vous devez la détruire, dit Walker. Tout de suite. S'il vous plaît, Vincent. Je vous ai fait confiance. Je me suis montré à vous. J'ai parlé avec vous. Et maintenant, vous avez une preuve qui pourrait détruire ce qu'il reste de mon peuple. Je ne la partagerai pas, dis-je rapidement. Je vous le promets, je ne le dirai à personne. Les promesses peuvent être rompues. Les gens peuvent subir des pressions ou être soudoyés. Cette bande ne doit plus exister. La voix de Walker était maintenant suppliante. Je vous en supplie, d'une personne à une autre, détruisez-la. J'ai regardé le magnétophone. Cette bande, c'était tout, la preuve physique de l'impossible. Une conversation enregistrée avec un Bigfoot. Elle pourrait me rendre célèbre, riche, valider les rêves de tous les cryptozoologues. Elle pourrait changer le monde. Et elle pourrait condamner Walker et tous les autres Sasquatch à l'attention même qu'ils avaient passé des siècles à éviter. J'ai attrapé le magnétophone, j'ai éjecté la cassette et je l'ai tenue dans mes mains. La bande à l'intérieur représentait l'histoire d'une vie, la preuve de l'impossible. Et Walker se tenait là, me regardant, attendant de voir quel choix j'allais faire. J'ai pensé aux paroles de Walker, à la confiance et aux promesses, à ce qu'il avait risqué en se révélant à moi, à la solitude d'être le dernier d'une espèce en voie de disparition, se cachant dans des forêts qui rétrécissent, regardant le monde changer, en sachant qu'on ne peut pas s'adapter assez vite pour y survivre. J'ai tiré la bande de la cassette, le ruban brun se dévidant dans mes mains. Puis je l'ai systématiquement détruite, la déchirant, brisant le boîtier de la cassette, anéantissant toute possibilité de récupérer l'enregistrement. Walker a regardé en silence pendant que je détruisais la seule preuve de notre conversation. Quand j'ai eu fini, le soulagement sur son visage était indéniable. « Merci », dit Walker doucement. « Je sais que cela vous a coûté, mais vous nous avez donné, à moi et à mon peuple, une chance de continuer à exister selon nos propres termes. C'est un cadeau que je ne pourrai jamais vous rendre. Je n'ai pas besoin d'être remercié, dis-je. Ce que j'ai reçu en parlant avec vous aujourd'hui, la compréhension, la perspective, cela vaut plus que toute la gloire ou l'argent que cette bande aurait pu m'apporter. » Walker hocha lentement la tête. « Vous êtes un humain rare, Vincent Holloway. La plupart de vos semblables auraient fait l'autre choix. Je suis heureux d'avoir eu raison à votre sujet. » Nous avons parlé encore un peu alors que le soleil commençait à se coucher. Puis Walker se leva pour partir. « Est-ce que je vous reverrai ?» ai-je demandé. « Je ne pense pas, » répondit Walker. « C'était trop dangereux, trop de risques. Je dois m'éloigner, m'enfoncer plus profondément dans la nature. Peut-être aller vers le nord, en Colombie-Britannique, où il y a encore assez de forêts pour disparaître. Mais je me souviendrai de vous, Vincent. Je me souviendrai qu'au moins un humain m'a vu comme une personne et a choisi la bienveillance plutôt que la preuve. Je me souviendrai de vous aussi, dis-je, et je garderai votre secret. Je vous le promets. » Walker tendit la main et posa une main immense sur mon épaule, un geste d'amitié et de gratitude. Puis il se tourna et s'enfonça dans la forêt, disparaissant dans l'ombre des arbres. En quelques instants, il avait disparu, ne laissant aucune trace, si ce n'est des empreintes dans la boue près du ruisseau et des souvenirs dans mon esprit.
J'ai remballé mon équipement, hébété. J'avais détruit la seule preuve, mais j'avais préservé quelque chose de bien plus précieux. La confiance d'un autre être intelligent et la certitude que certains mystères sont faits pour rester irrésolus. Les suites de cette journée ont façonné le reste de ma vie. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'était réellement passé. J'ai terminé mon reportage sur les ours, développé les pellicules, envoyé les images à Outdoor Life. Ils ont publié le reportage photo dans leur numéro d'octobre. J'ai été payé 800 $, mon plus gros cachet jusqu'alors. Mais la photographie n'avait plus la même saveur. J'avais regardé dans les yeux de quelque chose d'impossible et j'avais choisi de le protéger plutôt que de l'exploiter. Cela a changé mes priorités. Moins d'un an plus tard, j'ai déménagé plus au nord, en Colombie-Britannique, m'installant dans une région reculée près de la côte. Je me disais que c'était pour de meilleures opportunités photographiques, mais en réalité, j'espérais revoir Walker. Cela n'est jamais arrivé. En 1985, je suis retourné en Oregon et j'ai construit un chalet sur les contreforts des cascades, isolé mais accessible. J'ai continué mon travail de photographe, me spécialisant dans la défense de la préservation de la nature. Je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais eu d'enfant. Les forêts sont devenues ma famille, les montagnes ma maison. Les années ont passé, les décennies. La technologie a progressé, l'argentique a cédé la place au numérique, Internet est apparu, le monde a changé, mais j'ai tenu ma promesse. Je n'ai jamais parlé de Walker à personne, je n'ai jamais cherché de preuves, je ne suis jamais parti à la recherche des Sasquatch. J'avais fait un choix, et je l'ai honoré. Je pensais ne jamais revoir Walker. Et puis, la semaine dernière, quelque chose de remarquable s'est produit. J'étais assis sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil quand j'ai entendu un son provenant de la forêt derrière mon chalet. Une vocalisation basse et résonante que je n'avais pas entendue depuis 45 ans, mais que j'ai immédiatement reconnue. J'ai marché jusqu'à la lisière de ma clairière, et là, debout dans l'ombre des arbres, se tenait Walker. Plus âgé maintenant, la fourrure plus grise que brune, le visage plus ridé, le mouvement légèrement plus raide, mais les yeux étaient les mêmes. « Bonjour Vincent », dit Walker. « Ça fait longtemps. » Je me suis mis à pleurer, des larmes coulant sur mon visage. Je vous croyais parti. Je pensais ne jamais vous revoir. J'ai failli ne pas revenir. Ce n'est pas sûr, même ici. Mais je suis vieux maintenant. Et je voulais vous revoir une dernière fois avant que mon temps ne s'achève. Nous ne vivons pas éternellement, Vincent. Même mon espèce a ses limites. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là, rattrapant 45 ans. Walker avait réussi à atteindre la Colombie-Britannique, avait vécu dans des régions reculées des montagnes côtières, avait survécu et même trouvé d'autres membres de son espèce. Nous sommes plus nombreux que je ne le pensais. M'a dit Walker, peut-être 150 au Canada et en Alaska, vivant dans les zones les plus isolées. Nous sommes devenus très doués pour rester cachés. Je lui ai parlé de ma vie, du chalet, de mon travail de photographe, de la façon dont je n'avais jamais oublié nos conversations, ni rompu ma promesse. Je savais que vous ne le feriez pas, dit Walker. C'est pourquoi je vous ai fait confiance. C'est pourquoi je suis ici maintenant. Alors que la lune se levait et que les étoiles apparaissaient, Walker se leva pour partir. C'est un adieu, Vincent. Un véritable adieu cette fois. Je ne reviendrai pas. Je suis trop vieux pour voyager maintenant. Mais je voulais que vous sachiez que ce que nous avons partagé en 1980, ces conversations, a compté pour moi. Elles m'ont donné l'espoir que votre espèce n'est pas complètement perdue. Elles ont compté pour moi aussi, dis-je, plus que je ne peux l'exprimer. Vous avez changé ma vie, Walker. Walker hocha lentement la tête. Alors le risque que j'ai pris en vous approchant en valait la peine. Vivez bien, Vincent Holloway. Protégez les espaces sauvages et gardez notre secret. Je le ferai, je vous le promets à nouveau.
Walker tendit la main et posa une main sur mon épaule, exactement comme il l'avait fait en 1980. Puis Walker se tourna et retourna dans la forêt, disparaissant dans l'obscurité. Je suis resté là longtemps, à regarder les étoiles, à écouter les bruits nocturnes de la forêt, les mêmes sons que j'avais entendus 45 ans plus tôt. Maintenant, assis ici à écrire ce récit, je fais face à un autre choix. J'ai 72 ans, je ne vivrai pas éternellement, ce secret mourra avec moi, à moins que je ne le partage. Mais le partager violerait la promesse que j'ai faite. J'ai donc décidé d'écrire ce récit et de le sceller dans une enveloppe qui ne devra être ouverte qu'après ma mort. À quiconque lira un jour ceci, je suis Vincent Holloway et je vous dis la vérité. Le Bigfoot est réel. Ils sont intelligents, éloquents et tentent désespérément de survivre dans un monde qui ne cesse de se rétrécir autour d'eux. Ils parlent anglais, du moins certains d'entre eux. Et ils ont choisi de rester cachés parce qu'ils savent ce qui arriverait s'ils se révélaient. Respectez ce choix. Si vous allez dans la nature, allez-y silencieusement et humblement. Et si vous êtes extraordinairement chanceux, si vous entrevoyez quelque chose d'extraordinaire, je vous demande de faire ce que j'ai fait. Gardez-le pour vous. Laissez-les demeurer mystérieux. Certaines choses sont plus importantes que les preuves. Certains êtres méritent de vivre sans l'ingérence humaine. J'ai fait le bon choix en 1980 en effaçant cette bande. Je fais le bon choix maintenant en scellant ce récit jusqu'à ma disparition. Les espaces sauvages disparaissent. Mais s'il vous plaît, laissez ce mystère perdurer. Laissez les Sasquatch rester dans le domaine de la légende et de l'ombre. Ils sont là-bas, dans les forêts profondes, dans les montagnes reculées, observant, écoutant, survivant, et ils méritent de continuer à le faire sans notre intervention. Voilà ce qui s'est passé quand un Bigfoot m'a parlé dans un anglais parfait par un jour d'été en 1980. J'ai tenu ma promesse, Walker. Pendant 45 ans et plus, je l'ai tenue et je la tiendrai jusqu'au jour de ma mort. Certaines amitiés transcendent le besoin de preuves et certaines promesses méritent d'être tenues, quel qu'en soit le prix.